Le rap est-il une arme politique? Est-ce que c'est même devenu la culture dominante de notre jeune génération? Et les rappeurs sont-ils des nouveaux leaders d'opinion? Ce sont les trois questions qu'on a posées à Fred Musa, l'animateur phare et reconnu de Skyrock et de Planète Rap, qui, dans un entretien passionnant, revient sur tout l'impact qu'a eu le rap dans la société française. Le Crayon, c'est des émissions, mais c'est aussi une newsletter hebdomadaire pour revenir sur le débat de la semaine. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez vous abonner. Vous êtes déjà plusieurs milliers à vous être inscrits. Merci beaucoup pour ça. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et de nous donner vos avis en commentaire. C'est ce qui est le plus précieux pour faire grossir la chaîne. J'espère que cette émission vous plaira. À titre personnel, ça a été un vrai plaisir de recevoir un animateur que j'ai vu des milliers de fois sur une de mes radios préférées. À très bientôt. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Vrai, même encore aujourd'hui, je trouve que, tu sais, c'est assez marrant, on dit que le rap a perdu de sa saveur, de son essence, contrairement à cette punchline qui avait été faite par Arsenic. Moi, je trouve que le rap aujourd'hui c'est dans le public qui vient voir le rap. On est dans une société aujourd'hui où tout le monde se fout sur la gueule, si tu veux. Et puis il faut être d'un côté, il faut être forcément de ce côté-là ou de ce côté-là. Il n'y a pas un moment, t'as plus le temps pour la réflexion, t'as plus le temps pour tout ça. Donc voilà, je trouve que le rap, encore aujourd'hui, prend position et réunit des gens qui peut-être se foutraient sur la gueule dehors. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis vrai. Je veux pas être le roi, je veux casser le palais. C'est d'Alpha One. J'ai ni envie d'être le roi, ni envie de casser le palais, donc je te dirais faux. Le plus dur, c'est pas de réussir, c'est de rester soi-même. Vrai. Ils veulent pas que ça brûle comme en 2005, pourtant ils font les mêmes erreurs. Vrai. Ça, malheureusement, vrai. Gros, t'es dans le rap game, je suis dans Black Rock. Vrai, bien sûr. Un art à l'agonie, sans âme et sans poésie. Vrai. La banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Vrai. Plus beau, plus fort, sinon t'auras pas ton pouce bleu. Bah oui, malheureusement, c'est vrai. Se lever pour 1002, c'est insultant. Vrai et faux, parce que y a des gens qui... Bien sûr que c'est insultant, mais il y en a qui y vont, et heureusement qu'ils sont là. En espérant qu'ils gagnent plus, et qu'ils soient reconnus à leur juste valeur. Ces Parisiens jamais contents, médisants, faussement cultivés, à peine intelligents. J'adore ce morceau Suicide Social. Vrai, bien sûr, Parisien, et regarde, j'en suis la preuve. Ça s'appelle gouvernement, vu que ceux qui gouvernent mentent. Allez, je dirais faux. J'espère qu'ils mentent pas tous, même si on peut avoir de sérieux doutes. J'ouvre une bouteille à chaque fois qu'il ferme un cercueil d'un flic. Faux, pas du tout. J'ai des valeurs et je suis pas prêt à tout pour que les dollars pleuvent. Vrai. Je suis pas made in France quand je vois les étudiants devant le Crous faire la queue pour obtenir la moitié d'un casse-croûte. C'est vrai. Il y a ceux qui font et il y a ceux qui en parlent. Ça, c'est vrai. Le savoir est une arme, je suis calibré, je lis pas de bouquins. Faux. Bien sûr. Je suis revenu de tout le mal qu'ils nous ont fait. Vrai. Le rap est passé quand même d'un genre ultra underground, critiqué et même pas diffusé à la radio et à la télé quand ça a commencé, jusqu'à devenir aujourd'hui le genre mainstream. Est-ce que c'est toujours vrai qu'on peut pas prétendre de faire de rap sans prendre position? Moi, je trouve que, c'est ce que je te disais, je l'ai un petit peu développé tout à l'heure, je trouve que le rap reste cette musique, si tu veux, et encore plus aujourd'hui, puisque c'est la musique la plus écoutée, qui réunit des gens. Et aujourd'hui, je trouve que réunir des gens, c'est subversif. Parce que ce qui est devenu la norme, c'est de se foutre sur la gueule. Donc voilà, alors en effet, peut-être qu'il y en a toujours qui diront mais les paroles d'avant c'était mieux, ça dépend. Moi j'ai des paroles d'artistes que j'écoute, il y a des choses très intéressantes chez Werenoi comme chez La Fève, qui sont des artistes différents en plus, pas diamétralement opposés, mais qui sont quand même sur aussi deux secteurs de cette musique. Donc voilà, non, je pense que le rap reste subversif, et encore majoritairement de quartier, que les quartiers restent subversifs. Non, je maintiens toujours cette phrase d'Arsenic. Et qui avait été reprise par Youssoupha dans un son plein de fois, bien sûr. C'est Éric Zemmour. J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Et justement, cette logique de mainstreamisation, on va dire, du rap, il y a cette rhétorique de Nino, qui est un des rappeurs les plus écoutés, qui est c'est Johnny. C'est le nouveau Johnny Hallyday. C'est vrai? C'est le nouveau Johnny Hallyday? Ah bah, après Johnny... Il y a eu Johnny a eu son parcours. Oui, puis comparaison n'est pas raison, mais... Voilà, non mais bien sûr, mais en tout cas, en termes maintenant, écoute, le rap est dans tous les stades. Nino va remplir des stades, je m'avance peut-être un peu, mais je pense que ce sera un prochain artiste, en tout cas, il est calibré maintenant pour aller faire le Stade de France, hein, par exemple, et puis d'autres stades. J'ai vu Soprano aussi, qui a fait le Stade de France et le Stade Pierre-Mauroy à Lille, enfin, voilà, cette musique rentre dans les stades, donc même Johnny, je crois... il me semble, n'avait jamais fait, je crois que c'était à Marseille. Ça, c'était une discussion que j'avais avec Soprano, qui avait enchaîné deux stades Vélodrome. Je crois que Johnny n'a jamais fait au Vélodrome 2 stades de suite. Donc ils ont même, si tu veux, surpassé en termes
de réunir des gens dans des stades. C'est pas donné à tout le monde. Cette musique arrive à le faire aujourd'hui, ben moi j'en suis ravi, si tu veux. Après, voilà, on veut toujours comparer, donc Johnny, ça traduit une certaine époque, et puis le rap en traduit une autre. Ça énerve des gens que Nino se revendique Johnny et qu'on fasse ces comparaisons-là. Pourquoi, selon toi, pourquoi ça énerve des gens? Pourquoi il y a encore, alors que c'est devenu mainstream, cette lutte anti-rap finalement? Tant mieux. Tu sais quoi, tant mieux que cette musique énerve encore des gens, je veux dire. Tant mieux que cette musique énerve Zemmour et toute sa clique de décérébrés. Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabètes, et je pense au contraire que Yasmine Agara est un grand écrivain français. Quand on parlait de subversif tout à l'heure, tant mieux que cette musique garde ça aussi et énerve certaines personnes, surtout quand elles sont issues des rangs des fachos. Mais est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, je pose cette question-là, mais une forme de lien entre le hardcore de certaines idées politiques d'extrême droite et le hardcore qu'on peut retrouver dans certains textes de rap? Alors parfois, malheureusement, oui, t'as le rap qui pourrait être considéré, si on regarde juste sur un schéma politique, qui pourrait être considéré sur le côté plutôt gauche, si tu veux, et l'extrême droite, c'est vrai que parfois tu peux avoir une porosité en certaines choses, entre certaines pensées, si tu veux, qui parfois me dépassent. Moi, quand j'ai vu Booba retweeter Zemmour, d'un truc de la sexualité à l'écho, un truc comme ça, qui est en plus une fake news, si tu veux, qui avait été balancé par l'extrême droite une fois de plus, donc par Zemmour. Et Booba avait retweeté ça, moi j'étais tombé un peu de ma chaise. Donc ouais, parfois, et c'est des choses que j'ai vues arriver au fur et à mesure et qui parfois m'hallucinent, de voir des artistes parfois avoir une liaison avec en effet certaines thèses, certaines idées de l'extrême droite. Et après on a beau nous dire oui mais c'est juste un truc où je peux être d'accord. Bah non, moi il n'y a rien où je peux être d'accord avec des mecs d'extrême droite, quoi. Mais est-ce que c'est pas aussi le résultat d'artistes devenant de plus en plus puissants et importants? Et du coup, est-ce que c'est pas aussi le symbole que Booba serait devenu en partie le système? Si on prend dès le début, il y a eu une erreur sur le rap. Parce que évidemment qu'il y a un rap qui est très politisé au début, mais tout comme il y a un rap qui est très commercial au début. Quand tu reprends les deux, allez, on va reprendre les deux grands morceaux qui sont Grandmaster Flash avec The Message. Et Sugar Hill Gang, si tu veux, d'un côté t'as Sugar Hill Gang qui est beaucoup plus festif, et Grandmaster Flash qui est sur un truc beaucoup plus message politique fort. Donc ça a toujours cohabité, si tu veux. Après, évidemment, plus ça monte, plus ça grandit. À un moment, les gens, ils ont aussi envie d'écouter la musique pour se détendre. Ils ont assez de leur quotidien, donc ils viennent d'écouter la musique pour se changer les idées. Donc c'est vrai que le côté beaucoup plus, le courant peut-être plus commercial entre guillemets a pris plus de pouvoir, mais il existe toujours ce rap politisé, quoi. Donc est-ce que ces deux courants du rap, ils traduisent pas aussi le fait qu'il y en a un des deux, peut-être plus politique, qui serait plus masculin, et l'autre qui serait beaucoup plus non-genré, on va dire? Ouh. Putain, là tu me prends... Je pose la question parce que j'ai l'impression qu'un Nino, par exemple, arrive à être mainstream quand il va faire des musiques d'amour, par exemple, là où un Freeze Corleone n'arriverait jamais à percer un public très féminin. C'est une question que je te peut-être pose. pour l'instant, hein. Regarde, quand t'écoutes les premiers albums, même, tu vois, si on veut reprendre une comparaison Freeze Corleone avec Booba, avec Lunatic, si tu veux, au début... je suis pas persuadé qu'au début, t'aies un public féminin, beaucoup qui écoute. Et moi, pour l'avoir vu en concert, si tu veux, même sur des groupes comme NTM, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le public. Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel artiste de rap, t'as au moins 50-60% de public féminin. C'est ça qui est assez fou. Et c'est ça qui a changé. Je sais pas s'il faut à chaque fois réfléchir en ces termes-là. Je peux pas te dire. Non, mais je pose la question, mais est-ce que du coup ça prédit l'arrivée de grandes rappeuses aussi Mais bien sûr, mais il y a des rappeuses, tu vois, là il y a Doria qui va sortir un projet, t'as le Juice, t'as Vicky R, t'as Davinor, t'en as... La Ace, ouais. Ouais, la Ace, t'en as plein si tu veux. Après, pareil, la question qu'il faudrait poser, c'est surtout aux auditeurs et aux auditrices de rap. Pour l'instant, c'est vrai, on le voit, sont moins streamées les rappeuses. Pourquoi? Je sais pas, après tu peux avoir 50 000 explications, mais je trouve que même le public féminin préfère écouter des rappeurs masculins. Ben, ça changera peut-être, regarde, il y a eu un moment ça a changé, parce que Diams c'était la numéro 1 à une époque, quand Diams avait sorti l'album Dans ma bulle et même un petit peu avant. Donc en fait, c'est le public est vraiment le vrai décideur en fait dans ces milieux-là. Mais bien sûr. Tu sais, même nous, évidemment, une radio, on propulse, on aide à populariser un artiste. C'était la question que j'allais justement te poser avec ça. Ouais. Non, mais on aide à populariser un artiste, mais la réalité, c'est que c'est le public qui décide. Tu sais, il est arrivé même parfois, nous, à Skyrock, d'avoir diffusé des artistes auxquels on croyait, puis le public n'a pas adhéré, quoi.
C'est des choses, mais c'est normal. Celui qui décide au final, c'est quand même le public, quoi. C'est lui qui à un moment va aller streamer. Même moi, j'ai connu l'époque où il fallait se déplacer, aller acheter un album, aller au magasin, à la Fnac, chez Leclerc, n'importe où, il fallait aller récupérer ton album. C'est vraiment la finalité appartient au public. Est-ce que ces nouvelles technologies qui ont fait justement changer tout ça a encore plus donné de pouvoir au public et au droit de décision, en fait, on va dire, de l'audience, où avant, c'était quand même, les producteurs étaient quand même un vrai sas de validation pour un artiste? Ou est-ce que finalement, on a répété le même schéma? Non, je pense que les réseaux et tout ça, là où c'est formidable, si tu veux, sur les réseaux, c'est que ça a ouvert, tout à l'heure quand tu me citais Orelsan, ça a ouvert à des artistes qui étaient à Caen et qui n'auraient peut-être pas eu un rayonnement à l'époque, qui sont à Toulouse, qui sont dans le Nord, à Roubaix. Avant, il y avait un axe, et surtout dans le rap, qui était Paris-Marseille. Si tu venais pas de Paris-Marseille, c'était un peu complexe. Tu essayais d'exister, hein. Il y avait des groupes déjà qui existaient, mais c'était pas non plus... Ils avaient du mal à percer. Aujourd'hui, c'est vraiment... Les cartes sont rebattues, en fait. Où que tu sois, n'importe où, à un moment, tu peux monter ta communauté, ta fanbase, et tenter d'exploser. C'est ça la vraie force des réseaux sociaux. Où que tu sois. La période est vraiment géniale actuellement. Mais justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce qu'on vit une ère incroyable pour la musique? Parce que beaucoup d'artistes se plaignent aussi de la précarisation du métier liée en fait aux barrières à l'entrée du streaming. Enfin, je sais pas si tu avais vu la série sur Spotify, mais qui a tout le dernier épisode dédié à ça et justement la précarisation des artistes. Moi, je suis plutôt pour que les artistes soient mieux rémunérés, mais il y a quand même une économie, si tu veux, aujourd'hui, il y a quand même une vraie économie qui existe. T'as les showcases, t'as les concerts, t'as du merchandising. Enfin voilà, je pense qu'aujourd'hui, tu peux quand même exister. Alors le problème, c'est vrai que, peut-être contrairement à une époque, c'est vrai qu'ils sont plus nombreux, parce qu'en effet, t'es beaucoup plus nombreux. T'es vraiment... avant, t'avais un projet qui sortait par semaine, ou voire deux, mais là, tu prends la liste de tout ce qui sort, je sais pas, il y en a 10 ou 15 chaque semaine, quoi, qui sortent de projets, et encore fourchette basse, quoi. Et donc, des gros artistes, en plus. Et des gros artistes, surtout là, en période de fête. Novembre-décembre, qui reste 2 gros mois où sont basées les sorties. Donc oui, c'est peut-être forcément plus dur pour un artiste qui essaye d'exister, mais je pense vraiment, moi je crois plus à une époque, tu sais, à l'artiste maudit. L'artiste maudit, c'était celui qui était soi-disant extraordinaire, mais qui pouvait rester que dans son coin, parce que les médias n'en voulaient pas, parce que n'arrivait pas à avoir des entrées dans des salles de concert, machin. Moi, je crois plus en l'artiste maudit. Est-ce qu'on peut prendre l'exemple d'un Alpha One, par exemple, là-dessus, qui avait eu justement un peu cette réputation d'artiste maudit, jusqu'à ce que, si j'ai bien suivi toute l'histoire, une vidéo du règlement fasse percer un de ses albums, et qu'en fait, ça va permettre de refaire vivre un peu et de régénérer l'artiste. Il y avait quand même un 995. Et puis il venait de toute cette époque et toute cette scène. L'entourage. L'entourage et tu sais, tous ces... Rap Contenders. Rap Contenders. Même tes homies le savent, on ne touche pas au chromidophile. Et je suis sûr que tu m'as entendu parce qu'avec de telles oreilles, t'as forcément une fonction Dolby Surround. Il a créé quand même aussi son truc, Alpha One. Donc, après, évidemment, si t'as une vidéo, si t'as un influenceur, quelqu'un qui va te filer un coup de boost, bien sûr, c'est toujours des choses à prendre. Mais grosso modo, Alpha One, il a écrit son histoire. Rap Contenders, 995, l'entourage, machin, etc. Ses projets, monter son label Don Dada, etc., etc. C'est un mec qui bosse. Après, on peut être d'accord avec lui ou pas sur certaines choses, mais c'est un mec, il faut reconnaître que c'est un mec qui bosse. Un mec qui bosse et qui propose des choses. Donc à un moment, écoute, il a construit une histoire, il a écrit son histoire, et il rencontre son public en plus. Tant mieux. Non mais je comprends très bien, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis sur un peu cette espèce d'économie presque du self-made man, en fait, qui en fait rejoint le récit de départ des artistes. Il y a, je trouve, beaucoup de discours artistiques que parfois on appelle ego trip dans le rap, où en fait c'est juste l'histoire du rappeur et de son ascension. Est-ce que c'est la musique de l'émancipation? Est-ce que c'est la musique de la prise en main de personnes, en fait? Je pense que c'est surtout, ça doit rester au début une passion, quoi, voilà. Et après, ça t'émancipera peut-être en effet de là d'où tu viens, de machin, et ça te permettra de rencontrer d'autres gens. Mais je pense qu'avant tout, ce qui te fait avancer, c'est les tripes, c'est ta passion, quoi. C'est ça qui va te faire vraiment avancer.
Et c'est ce qui fait que des artistes, même comme Booba, publient toujours des sons 20 ans, 25 ans après. Oui, bien sûr, je pense qu'il reste un passionné de cette musique, bien sûr, je pense qu'il reste passionné de cette musique. En plus, il s'est auto-décrété d'être sur le trône, donc évidemment, si tu veux, à un moment, voilà, il y a quand même pas mal de prétendants, donc il faut toujours surveiller un peu qui arrive à droite, à gauche, devant, derrière, quoi. Mais sur Booba, et pour reprendre un peu ma question de tout à l'heure aussi, mais c'est l'implication qu'il commence à avoir aussi au-delà du rap dans, on va dire, avec Bruno Le Maire sur la loi contre les influenceurs. Le rappeur Booba qui s'était battu contre Magali Berda et justement les dérives dans ce Mais il a raison, Booba. domaine. Il a raison de rappeler qu'il y a des dérives, qu'elles sont inacceptables. Nous y mettrons fin, mais je le rappelle, c'est un dispositif pour protéger les influenceurs, certainement pas pour les stigmatiser. Il y a eu ce documentaire, ce cool documentaire, enfin ce reportage sur Hanouna et tout ce qui est avec. Est-ce que tu penses que ça a sa place dans le rap ou est-ce que tu penses que c'est finalement la même chose de clasher dans le rap que de clasher à côté? Non, alors il y a plusieurs trucs dans ce que tu me dis. Évidemment, sur son combat sur les influenceurs, il a eu raison, j'ai envie de te dire. Voilà, il a eu un constat où à un moment, parce qu'il en était victime, je pense que s'il n'en avait pas été victime, peut-être qu'il ne serait pas là aujourd'hui. Mais écoute, tant mieux, puisque ça lui a permis, si tu veux, d'avoir un vrai combat acharné, si tu veux, là-dessus, en disant, oh, les mecs, redescendez un peu, quoi. Vous vendez du vide, on est dans l'ère du vide, vous vendez du vide, et en plus vous escroquez des gamins, quoi. Donc là-dessus, on peut que saluer, si tu veux, ce qu'il a fait. Cette mobilisation, le fait de la puissance qu'il a, de puissance de feu qu'il a, si tu veux, pour en effet enclencher les politiques derrière, qui ont instauré une loi, machin et tout, donc ça, on peut que reconnaître. C'est clair. Après, voilà, on verra ce qui se passera, on verra s'il est jugé aussi pour cyberharcèlement, parce que il a pu aussi y aller fort, si tu veux, donc on verra. Hop, je te coupe 2 secondes dans la vidéo pour lancer un débat. Vous savez qu'on adore ça. Est-ce que vous pensez que les rappeurs ont une bonne ou une mauvaise influence sur notre génération? Cet exemple de radicalité, je trouve qu'elle est bien symbolique du rap parce qu'on a eu plusieurs reproches, par exemple sur des Big Flo et Oli, qui sont pourtant des artistes majeurs, d'être trop neutres ou trop gentils même. Ouais, mais moi j'ai toujours détesté ces genres de trucs. Je trouve que tu vois, quand on parlait de passion, eux, c'est la définition même de la passion. Moi, je les ai connus, ils avaient 14-15 ans, ils m'envoyaient des maquettes déjà à l'époque. Non, mais c'était fou. C'est Rap Contender, c'est en temps mineur, ouais. Même avant ça, ils m'envoyaient des maquettes avec Oli qui jouait à la trompette et Flo qui rappait par-dessus. Non, c'était assez fou. Donc eux, c'est vraiment, c'est l'acharnement, ils ont bossé, vraiment, c'est des sacrés bosseurs. Après, ça déclenchera toujours, si tu veux, des réactions. C'est aussi, mais ça, c'est pas que dans le rap. Je trouve que on n'aime pas parfois ici dans ce pays. C'est ça qui est fatigant, la réussite. Il y a un côté où quand t'as de la réussite, c'est suspect. Puis il faut te taper sur la gueule. Et ce qui est le plus terrible, en effet, c'est quand c'est des gens de ton propre milieu. Quand c'est des mecs du rap qui tapent sur la gueule de Big Flo et Oli, ils devraient les remercier. Parce que quand t'as des Big Flo et Oli qui rentrent comme ça en force et qui déchirent tout, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour les mecs derrière, c'est bon pour les mecs sur les côtés. Non, vraiment, c'est là-dessus où, après, tu as le droit d'aimer ou pas aimer, ça c'est autre chose. Tu as le droit de dire, voilà, je me retrouve pas dans ce qu'ils font. Mais de taper, comme en effet, j'ai vu, ouais, parfois, on tapait sur Big Flo et Oli, ça m'a toujours atterré, en fait. Ce qui m'atterre en plus, c'est des mecs, parfois, du milieu de cette musique, qui vont leur taper dessus. Pourquoi? Parce qu'ils sont quoi? Parce qu'ils sont blancs? Parce qu'ils ont pas une crédibilité à rapper. Il y a rien de plus crédible que ces deux gamins qui rappent. Je suis loin d'être un modèle, mais je changerai pas l'économie. Cette poilure pour la tournée, je peux pas te chanter l'écologie. Rêve pas d'un César si tu dors pendant le casting. Ce freestyle puis l'époque où je rappais dans des parkings. Je suis trop connu pour faire un grunt et je le déplore. Trop commercial pour être invité sur Color. Donc faut faire, selon toi, un peu tomber le mythe de la street crédibilité, qui est quand même qui est un des gros sujets du rap, mine de rien. Et la street cred, très bien. Non, mais je vois pas très bien, la street cred peut très bien exister, et Big Flo et Oli peuvent très bien exister. Mais c'est pas une valeur supplémentaire que d'être street cred. Non, mais ce que je veux dire, la street cred, c'est quoi? C'est pas uniquement qu'avoir braqué ou tenter de braquer des choses ou jouer les gangsters. Pour moi, Big Flo et Oli sont peut-être parfois 1000 fois plus street cred que certains, quoi. La street cred, c'est quoi pour moi? La définition de la street cred, en tout cas telle que je l'ai, c'est pas la voyoucratie pour moi. C'est pas que ça non plus. La street cred, c'est savoir se démerder. Savoir Big Flo et Oli, à part un père un peu qui est dans la musique, mais on peut pas dire que puisqu'ils l'ont quand même signé après sur le label, c'est ça qui est, enfin la boucle est bouclée. Non, mais c'est magnifique. Mais il leur a certainement donné cette oreille, si tu veux, mais c'est pas quelqu'un qui pouvait leur donner des connexions, ils se sont fait tout seuls. Et pour moi, c'est ça la définition de la street cred.
La street cred, faut arrêter de montrer toujours du doigt en disant ah, ça peut être que ça peut être que la voyoucratie. Non, je pense que c'est une erreur. La street cred, c'est celui qui vient d'un quartier et qui s'élève et qui réussit. Big Flo, Oli, alors ils viennent peut-être pas d'un quartier, mais ils viennent pas non plus d'une famille super riche. Et puis même, peu importe, j'ai envie de te dire, peu importe d'où tu viens, de quel milieu tu viens. Pour moi, la vraie street cred, c'est voilà, c'est s'en sortir, c'est réussir. Et eux, ils ont une street cred, bien sûr, pour moi. Mais justement, cette voyoucratie, moi je trouve que c'est vachement intéressant parce que c'est ce qui est le plus reproché au rap de gens qui ne l'écoutent pas. Est-ce que ça a fait son temps? Est-ce que c'était nécessaire? Ça l'est plus? Non, mais comment après, ça se positionne aujourd'hui dans le rap? Mais après, faut pas non plus fermer. Tu vois, c'est une réalité. Les politiques ont laissé crever les quartiers depuis des années. Alors, ils vont te dire on a filé de l'argent, du pognon. Ok, bon, déjà où était cet argent? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Bon. Alors oui, ils ont donné un coup de peinture parfois, démoli des immeubles, machin, etc. Mais quand tu vas dans les quartiers, la plupart du temps, c'est à l'abandon. T'as plus de services publics ou très peu. T'as des écoles avec des profs qui essayent de faire ce qu'ils peuvent, qui sont généralement balancés dans des endroits, puisqu'ils sortent de l'école, ils sont tous... C'est pas simple hein, d'être prof. C'est chose que t'apprends aussi au fur et à mesure. Donc la voyoucratie, qu'elle existe, ouais, il y a un moment, faut bouffer, hein. Quand moi je lis, si tu veux, la drogue dans les quartiers, bien évidemment que je cautionne pas la drogue, le problème n'est pas là, mais il faut juste gratter un petit peu. Si tu enlèves la drogue des quartiers, t'as aussi qu'est-ce qui se passe pour les familles qui vivent de ça? Parce que c'est une rivière et ça, tu vois, cette rivière permet d'alimenter aussi des familles. C'est une réalité. Tu vois, si on veut parler social 2 secondes, il y a un moment, t'as des gens qui sont obligés de faire ça pour faire vivre des gens, pour vivre. Et encore une fois, je ne cautionne pas ce qui se passe. Évidemment, ça déclenche, et on le voit, des règlements de compte, des gamins qui meurent à 14 ans, donc je ne peux évidemment pas cautionner ça. Mais j'essaie juste de comprendre un peu le problème, plutôt que de pointer du doigt et dire on va taper là-dessus. Non, il ne faudrait rien faire, parce qu'à un moment, il faut que les gens bouffent. C'est des gens que tu as laissé tomber depuis des années, c'est des familles que tu as laissé tomber depuis des années. Tu les as laissés, pas d'école, pas de poste. Pas de service public, rien. Mais c'est quoi en fait? Maman, ces gens-là, faut nourrir ta famille. Donc en fait, il y a un lien entre du coup ce rap gangsta et pour revenir là, parce que quand je pense à ça, c'est un truc intéressant. Non, mais c'est un truc qui m'énerve parce que souvent on caricature tout le temps et puis on voit que politique, nous, on tape du poing. Bien sûr, moi je me réjouis pas quand t'as un gamin qui meurt sous les balles d'une Kalachnikov à 14 ans ou même un innocent qui est là qui se prend une. Personne peut s'en réjouir, hein, tu vois. Mais il faut un moment, alors ok, mais reposons tout à plat, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de ces quartiers? Qu'est-ce qu'on fait? Mais est-ce que je sais pas comment formuler ça, mais est-ce que tu ressens cette influence de, en gros, nous sommes ce que nous écoutons? Aujourd'hui, toi, tu dois être de cette génération aussi, ou en tout cas les plus jeunes, ils écoutent plein de choses, vraiment. Ils écoutent du rap, mais pas que aussi, ils écoutent vraiment beaucoup de trucs. T'as l'électro, t'as un vrai mélange en fait, t'as beaucoup de choses qui s'écoutent. Tu trouves pas que c'est une plus grosse influence que ça? Les textes, les raps, les musiques et tout? Non, je crois pas. Je crois que souvent, on a dit, tu sais, c'est pareil, c'est comme dans les films ou les jeux vidéo, évidemment. Si t'es un gamin et que tu passes ta journée de 8h à 6h du mat, à jouer devant un jeu vidéo en fumant tes bédos, oui, il y a un moment, oui, ça va t'influencer. Non, mais ça va t'influencer. Mais comme dans tout, faut jamais être dans l'abus de tout. Le rap, ça s'écoute aussi un petit peu comme quand tu regardes un film, quoi. Voilà, tu regardes un film, voilà, tu viens de passer un bon moment, t'as vu un film d'action, machin, etc. Le rap, pareil, t'as écouté un rap qui t'a mis dans l'action sur certaines choses, ou alors ça te met, ça te donne envie de chanter. Mais c'est comme tout, en fait. Moi, j'aime pas, tu sais, quand on rentre dans un excès de tout, en fait. Quand d'un seul coup, on va nous dire, oui, mais le rap influence, et la jeunesse. Ouais, moi, je crois que ça peut, évidemment, mais comme dans tous les cas, quoi. Et encore une fois, si t'as pas de repères assez solides aussi à la maison, et c'est pas donné à tout le monde, c'est une vie aussi compliquée, mais avoir des parents qui te tiennent un peu aussi, ou en tout cas une éducation, te donner une éducation, machin, etc. Et on repose souvent ça encore, on y revient au problème de l'école, ou l'école, maintenant, on voudrait aussi que les profs donnent l'éducation, si tu veux. Non, non, tu vois, les profs doivent t'enseigner, surtout, avant tout. Non, je suis d'accord, mais tu souscris pas du tout à, je sais pas, des Roselyne Bachelot, Gérald Darmanin sur Freeze Corleone, par exemple? Le rappeur Freeze Corleone, de son nom Issa Lorenzo Diakate, a un talent indéniable. Et il est absolument regrettable que ce talent avéré soit mis au service de propos absolument inqualifiables.
racisme, antisémitisme. Freeze Corleone, là où je suis plus embêté avec Freeze Corleone, si tu veux, c'est que j'aimerais juste, au moins une fois, qu'il s'explique. Moi, c'est juste ça qui me gêne. Après, La Menace Fantôme, voilà, quand j'ai écouté cet album, si tu veux, bien sûr que j'ai pris une tarte en écoutant cet album. Non, mais je trouve que... Non, mais j'ai pris une tarte, même au niveau, je te dirais, de l'album de Booba, Temps mort, à l'époque. Ça m'a vraiment rappelé, ça m'a rappelé cette époque. Même sur des sonorités, sur tout ça. Alors, c'est une autre génération, c'est pas la même chose et tout. Mais je trouve que quand même, il y a un truc, une noirceur et en même temps, un truc un peu envoûtant, hypnotique sur certains morceaux. Mais il y a aussi des choses bien sûr qu'il y a des choses qui me déplaisent, surtout quand c'est dit tout le temps, en fait. Et ce qui est plus embêtant, c'est qu'à un moment, voilà, j'aimerais qu'il s'explique juste une fois, qu'il donne une interview une fois en clarifiant les choses. Je ne suis pas du tout antisémite. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais pourquoi j'ai provoqué avec ces lyrics. Mais est-ce qu'on risque pas... Et après, on verra ce qu'il me dit. Moi, c'est juste ça qui m'ennuie, parce que quand même, tu peux pas tout le temps non plus, à long terme, jouer sur les deux tableaux. Je suis d'accord, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on ne pousserait pas tous les rappeurs à devoir s'expliquer, comme, je sais pas, cette Damso avec, quand on voulait le déprogrammer de la chanson nationale de Belgique parce qu'il avait des textes misogynes. Mais oui, mais il s'est exprimé, tu vois. Oui, au moins, il a donné sa version, Damso. Il a dit. Oui, mais... Tu vois, il a dit dans les médias, il s'est exprimé. Après, on n'est pas obligé d'accepter, mais au moins, il s'est expliqué, il a clarifié la situation. Oui, il a affronté la critique. Ouais, parce que surtout, en plus, et puis après, tout dépend aussi. Je pense que Freeze Corleone, peut-être qu'à une époque, ce serait passé, tranquillement. Mais là, on est quand même, il y a une réalité. Tu vois, t'es juif aujourd'hui, tu peux commencer à flipper. Enfin, c'est terrible, quoi. Vraiment, le truc pédophile FM, ça passe pas. Cette espèce de punchline, de lyrics qui sort, Skyrock pédophile FM. Moi, si tu veux, j'en ai ras le cul, si tu veux, qu'à un moment, on vienne me demander sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai, vous êtes une radio de pédophiles. Et lui a accentué ça aussi. Tu vois, il a accentué cette ignominie d'oser, si tu veux, penser un seul instant déjà que notre patron est pédophile. J'ai pas posé la question sur le fond parce que tu as déjà répondu un paquet de fois. Ma question, c'est le lien entre du coup, les lyrics et la réalité. Et à certains moments, comme sur Damso ou peut-être Freeze Corleone, on peut s'en dédouaner sans trop de problème. Dans d'autres, ça vient réellement percuter des réalités concrètes, des réalités de ce que pensent les gens d'une chose ou d'une autre. Comment on fait la distinction ? Parce que c'est dur, encore plus pour les publics qui ne sont pas très initiés, en fait. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Tu vois, quand on parlait de Freeze Corleone et que je te disais ce serait bien qu'il s'exprime, quoi, voilà, ouais. Bah oui, comment on fait la distinction ? Parce que parfois, on peut être en colère, écrire des choses sous le coup de la colère, machin et tout, mais l'expliquer. Bon, là, en l'occurrence, Nekfeu, je pense que c'est... j'ai jamais compris pourquoi. Oui, je n'ai pas cherché à comprendre. En fait, ça me fatigue. Vraiment, j'en ai marre de mettre une pièce dans la machine et de parler de ça. Je l'ai écrit dans le livre, je l'ai dit 100 000 fois. Après, je sais aussi qu'il y aura toujours une majeure partie, enfin une majeure partie non, heureusement, mais une minorité de gens qui viendront te dire « Ah, ça » et te ressortir des trucs, toujours les mêmes trucs, mais... bah ouais, en fait, j'ai pas envie de vous convaincre, si vous êtes dans votre matrice. Et je dis sur le fond, tu t'es déjà exprimé 1000 fois là-dessus, et c'est pas là-dessus que j'ai envie de revenir. Moi, c'est plutôt la question de ça, parce que je prends l'exemple même de Youssoupha avec Éric Zemmour, où en fait, à certains moments, le rap vient rentrer en collision avec entre guillemets, le monde concret, en fait. Comme si, en fait, il y avait cette bulle artistique où on peut faire ce qu'on veut, et il y a des moments où on sort de cette bulle-là pour rentrer très concrètement. Ouais, ok, mais regarde Youssoupha, par exemple. Youssoupha, ok, bah, il a pris le risque d'écrire en effet ce texte. Je mets un billet sur la tête de celui, à force de le dire. Ouais. À force de le dire, mais la justice a tranché. Et a tranché du côté de Youssoupha. Et je crois qu'il me semble qu'il y a eu appel, qu'au début il avait tranché pour Zemmour, mais qu'après finalement en appel Youssoupha a gagné. Ben voilà, c'est bien. En même temps, ça veut dire aussi qu'on est dans un système où ça fonctionne. Alors parfois avec du retard, parfois avec un système lourd de justice, machin et tout, mais ça fonctionne. Moi, si à un moment Zemmour là-dessus, je peux pas être contre, parce que moi, je suis un mec, pour le coup, qui croit encore, peut-être que j'ai tort, à la justice de ce pays. Bon, je suis peut-être un des derniers, peut-être que je suis... C'est encore celle qui fonctionne, il n'y en a pas d'autres pour l'instant. Voilà, le truc, c'est que j'en vois pas d'autres, et quand je fais le tour un peu, et puis c'est vrai que moi, j'ai la chance de quand même pas mal voyager, et quand je voyage, souvent, tu dis, c'est quand même pas mal la France, hein, quand même. Bah, tu vois, les institutions, les trucs, le machin... Il y a plein de pépites en France, ouais. Tu vois, il y a des pays, tu pourrais même pas dire ça, pas le quart de ce que dit dans certains titres de rap. Donc, après que ça se confronte à la réalité, si à un moment le Zemmour se sent offensé ou diffamé ou je ne sais où, ou menacé, si tu veux, bah il porte plainte. Et à un moment, la justice tranche et dit, bah mon pote,
Non, ça s'appelle la liberté d'expression, ça. La limite, c'est quoi du coup? C'est la loi, mais en fait, ce qui est compliqué, et c'est justement en fait un peu tout le sens de cette grande thématique qui m'intéresse beaucoup d'aborder avec toi, c'est à quel moment en fait c'est de l'art, à quel moment c'est des prises de position, parce qu'en fait c'est super difficile de faire le distinguo. On reprocherait pas un film comme, je prends l'exemple d'un infomaniaque qui est assez violent dans le propos, ou un Antéchrist de Lars von Trier qui sont très violents, et qui si c'était pris au ton du premier degré, pourrait avoir les mêmes problèmes en fait qu'il y a pour Youssoupha ou pour Nekfeu. Mais il y a eu aussi des films qui ont été attaqués. Enfin, après, encore une fois, tu vois, même pareil. Hein, c'est quand même, tu vois, on est quand même dans une société où on a le droit aussi de réagir. Moi, quand à un moment Nekfeu dit ça me fatigue, mais je lui dis aussi pourquoi ça me fatigue. C'est pas moi non plus directement qui suis visé, donc c'est pas moi qui vais porter plainte contre lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, on est dans une société où à un moment, faut aussi assumer derrière ce que t'écris, quoi. Voilà, assume tes trucs. Assume tes trucs, si à un moment tu te fais attaquer, bah, la justice dira si tu as tort ou si tu as raison. Moi, le truc juste qui me gêne, et ça c'est valable pour toutes sortes d'artistes, tu vois, aussi bien alors là pour le coup dans le rap, mais comme dans le cinéma, comme dans n'importe quel art, il y a un truc où je suis quand même gêné, c'est quand tu vas blesser et humilier quelqu'un. En fait, moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est vraiment quand tu blesses quelqu'un ou quand tu humilies quelqu'un. Ça peut être valable dans plein d'arts. De temps en temps, il faut savoir provoquer, il faut savoir titiller. Mais je pense qu'après, quand tu humilies, quand tu blesses quelqu'un, c'est là-dessus où je suis le plus gêné, si tu veux. Mais bon, on est quand même, c'est ce qu'on disait, on a quand même une chance, c'est de vivre dans notre pays, de pouvoir dire quand même grosso modo tout ce qu'on veut. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question du fort et du faible? Du rappeur un peu faible, entre guillemets, qui va attaquer la grande radio forte? Est-ce qu'il n'y a pas toujours ce mythe éternel dans le rap? Rappeur faible, Nekfeu... Non mais... voilà, alors là, je te laisse mettre de tes propos. S'il veut t'attaquer, il va t'attaquer direct. Il le fera, on écoutera le son avec grand plaisir. Voilà. Non, mais ce mythe un peu on va dire, du rebelle constant que porte le rap aussi. Ouais, peut-être, oui. Peut-être que t'as raison, en effet. Mais si la rébellion, c'est ça aujourd'hui, putain. Et j'avais une dernière grande thématique dans cette interview que je voulais aborder, c'était l'exposition qui est la tienne, dans un milieu sensible, parfois violent ou stressant. Comment on vit le fait d'être exposé comme ça dans un milieu avec énormément d'enjeux, de financiers, d'images et tout? Ça peut être une position délicate. Non, tu sais, alors là, franchement, tu sais quoi là-dessus, on le vit bien parce que, encore une fois, je vais revenir sur la passion que j'ai évoquée tout à l'heure. Moi, c'est ma passion de faire de la radio. Vraiment, t'imagines même pas, j'ai commencé la radio, j'avais 15 ans. J'en ai 50 aujourd'hui. C'est déjà sur la musique à 15 ans? Ouais, c'est sur une radio funk qui était Voltage FM à l'époque. C'était une radio à côté de chez moi, à Rosny-sous-Bois, qui jouait que de la funk. Donc j'ai commencé à boire, j'avais 15-16 ans quand j'ai commencé là-bas. Le reste, après, écoute... Non mais c'est la vie, tu vois ce que je veux dire. À un moment, t'entends des choses, bon bah ouais, ok. Les gens, non mais j'apprécie qu'à moitié qui était... Ouais, non mais tu sais... On est là, Fred, voilà, et nique la grand-mère à Laurent Bruno, fils de pute. Pardon? Il est aussi du quartier, lui? Je le connais pas. Pas très intelligent quand même, ce que tu viens de faire, garçon. J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là. Franchement, voilà. Je pense que le truc le plus terrible, en tout cas, oui, quand tu fais ce métier, quand même, le plus terrible, c'est d'accepter qu'on t'aime pas. Parce que, évidemment, on fait tous ce métier, peut-être toi aussi. Ouais. Pour être aimé, en tout cas, pour être suivi, tu vois, tu penses pas aux gens qui vont te détester, en fait, quand tu fais ce métier. Tu penses surtout aux gens, même peut-être au début, moi, je me souviens au début, je suis trop fort, je fais de la radio, par rapport à mes potes, tu vois, je me dis, au moment on m'écoute là, mais à un moment, tu gonfles, non, mais tu vois ce que je veux dire, tu peux gonfler rapidement. Et un jour arrivent en effet les premières critiques, les premiers haters, le machin, et tu dis, mais attends, mais comment, lui ne m'aime pas? Eux ne m'aiment pas, mais vous êtes fous quand même, pourquoi vous? Et quand tu arrives à vaincre ça à un moment, en fait, ça te passe dessus, quoi. C'est, quelque part, j'ai envie de dire, tant mieux. Il n'y a rien de plus terrible pour moi, en fait, quelque part. Et on reviendra peut-être au tout début de cette interview. Ça va être la boucle est bouclée. Mais je crois qu'il n'y a rien de pire que d'être aimé par tout le monde. Restons subversifs. Jul. J'écoute à mort, Jul. Angèle. J'écoute, j'adore Angèle. Angèle, je l'ai vue pour la première fois, elle était venue dans le Planète Rap de son frangin de Roméo Elvis. Et c'était au début, elle commençait à avoir début de succès et tout. Ouais, début de succès et tout, mais vraiment, elle était venue chanter avec Solar à l'époque. T'avais Solar qui était invité, et Roméo Elvis. Et je regardais ce petit bout de femme reprendre le titre de Solar et tout, mais je la trouvais tellement talentueuse. Non, j'écoute. Vraiment, je trouve que
Même sur scène, elle a un truc, elle dégage un truc. Elle, c'est vraiment, je pense, une nana qui va être là pendant des années, des années. Taïk. J'adore. Ah, Taïk, ouais, trop fort. Là, ça, tu vois, à un moment, t'es dans ce monde de brut. Dans ce monde de brut, écoutons de l'amour. Écoutons Taïk. Mister V. Mister V. Alors, Mister V, en termes d'auditeur rap, je trouve que, honnêtement, Mister V est très surprenant. Parce que, et même d'ailleurs, même un peu trop parfois, parce que je trouve qu'il est trop sérieux dans le rap, alors que c'est un mec très délire et tout, mais il aime tellement ça, il aime tellement le rap, vraiment, lui aussi, c'est un fou passionné de rap, hein, mais vraiment, pour en discuter avec lui, c'est vraiment un mec qui écoute plein de choses, qui écoute trop de trucs, que quand tu écoutes ses albums, parfois tu dis, oh, t'attends un peu un Mr. V plus délirant, quoi. Mais c'est ça qui est assez terrible, parce que tu classes en effet les gens un peu trop d'un côté, et quand tu l'écoutes, tu dis, merde. Mais sinon, j'écoute Mr. V, franchement, ça, et puis je te dis, c'est un mec qui aime ça, quoi. Ça sent qu'il aime ça. Un son avec PLK qui est très très cool. Trop fort. Mylène Farmer. J'adore Mimi. Mylène. Moi, pour ma génération, tu vois, c'est d'ailleurs le célèbre philosophe Booba qui disait Mylène Farmer ne me fait plus bander. C'est vrai que maintenant, bon, mais à une époque, quand tu regardais Libertine, les clips, vous avez peut-être pas connu ça, toi t'es un peu jeune, mais hein, tu venais tout rouge devant le clip de Libertine. Hein. Chris Corleone. Chris Corleone, je te disais, j'écoute bien sûr. Fresh la Peufra. Fresh la Peufra, écoute, mortel, c'est un mec super, tout ce que j'aime chez les Belges. Il avait fait un très bon son de victoire de Nouvelle École. Là. Ben pareil, c'est un mec qui se bat avec ses frangins, qui sont soudés derrière lui. Non, je respecte profondément le parcours de Fresh la Peufra. Voilà, j'écoute. Johnny Hallyday. Bien sûr, j'écoute. Chanson magnifique de Johnny Hallyday qui s'appelle J'ai oublié de vivre. L'Homme Pâle. L'Homme Pâle, trop fort aussi. L'Homme Pâle, c'est le mec aussi qui m'a fait, je m'en souviendrai toujours, sauter dans le studio, voler. Je pensais pas qu'avec cette forme disgracieuse, je pouvais m'envoler comme ça dans le studio. Il a réussi. Je peux que le remercier. Shai. Shai, trop forte. J'attends l'album, là, il y a un nouvel album qui arrive début janvier, mi-janvier. Bah écoute, elle apporte encore pareil, quelque chose de différent, avec un côté aussi, voilà, je suis une nana, je m'assume tel que je suis et allez tout vous faire foutre. Ça aussi, c'est subversif. 2TH. Bah j'écoute pas assez. Vianney. Non, il y a des morceaux que j'aime bien. Non, et je l'ai vu en concert, Vianney, j'avais été le voir en concert, je trouve que quand même, le mec, tenir juste avec une guitare sur la scène de Bercy comme il l'a fait, bravo. Et pour finir, Fianso. Est-ce que tu crois qu'un seul moment, je vais pouvoir dire à mon gars, Sofiane, que j'ai vu comme ça, tout... bon, il était déjà grand, mais voilà, Sofiane, voilà. Sofiane, non seulement c'est un mec voilà, qui est pris par la passion du rap, mais qui a surtout jamais lâché et qui s'est remis en question. Dans ce métier, c'est très dur de se remettre en question. Je peux te dire, j'en ai vu beaucoup passer, il y en a très peu qui se remettent en question. Lui s'est remis en question, à partir du moment où il s'est remis en question, il a cartonné, il fait du théâtre, il fait du cinéma aujourd'hui. J'ai trop de respect pour Sofiane. J'espère que cette émission t'a plu, c'est hyper important pour nous de pouvoir faire réfléchir le plus largement possible la société française. Alors n'hésite pas à t'abonner, à liker et à nous donner tes avis en commentaire, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour faire grossir la chaîne. Je vous rappelle évidemment d'aller vous abonner à la newsletter si vous ne voulez pas manquer le débat de la semaine, c'est un contenu exclusif qui n'est présent que là-bas. Merci de nous avoir suivis, c'était Le Crayon. Ciao.